pour être précise. Et voilà, tout le monde est arrivé à peu près à l'heure, donc commençons. Alors, ce qu'on se disait avec Estelle, c'est qu'on va peut-être commencer par nous présenter, histoire que vous ayez un petit peu de contexte. Donc, pendant qu'Estelle continue sur les personnes à ajouter, je vais peut-être commencer. Donc, je m'appelle Marguerite Grandjean, j'ai 32 ans, j'habite à Paris. Et puis là, je suis depuis 1 an indépendante, après être passée par différents environnements de travail, des collectifs d'indépendants, AXA, mon premier job aux États-Unis, enfin différentes choses. Et depuis 1 an, je suis indépendante et je suis à la fois prospectiviste, consultante pour les entreprises, et puis pour les particuliers, je dédie une partie de mon temps à du coaching en transition professionnelle, donc pour faire du réseau, pour voilà, passer des entretiens, tout ce genre de choses. Voilà. Elle. Oui, pardon, me revoilà. J'essaye encore d'admettre des gens, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a une limite. Là, c'est Laetitia A. Marguerite, je ne sais pas si tu veux lui envoyer un petit mail. Pour ma part, donc Estelle, ravie d'être parmi vous ce soir. Sur le plan professionnel, pour me présenter rapidement, moi donc j'ai 34 ans et je suis coach et j'ai lancé une boîte qui s'appelle Cabane, qui est un service d'accompagnement et de coaching à destination d'entrepreneurs d'une part, qu'ils soient associés ou solo, chefs d'entreprise, indépendants, peu importe, pour eux et leurs équipes et pour des personnes qui sont en questionnement professionnel et forcément du coup un petit peu personnel, pour aider en fait sur les enjeux humains. Ce qu'on appelle enjeux humains, en tout cas de mon point de vue, c'est tout ce qui est un peu difficile à expliquer, ce qui est de l'ordre du comportement, du mode de fonctionnement, des valeurs, des interactions, des relations, enfin tous ces sujets-là qu'on n'arrive pas forcément à déplier tout seul. On n'arrive pas à déplier tout seul et voilà, pour aider les gens à sortir un petit peu de leur huis clos dans lequel on s'enferme souvent assez facilement. Voilà. Voilà. Alors, pour vous donner un petit point aussi sur ce qu'on va faire ce soir avec vous, déjà, merci à tous d'être là. On est hyper contents parce que, comme je vous le disais, on a 65 participants. On ne s'y attendait pas du tout. Donc voilà, merci d'être là. On espère que ça va être à la hauteur. Donc, on va commencer par vous donner un peu dans une première partie un peu de contenu théorique sur le mot stress, déjà pour les fans d'étymologie comme moi, mais surtout ce qui va vous intéresser sur la biologie du stress, donc comment ça se passe dans votre corps, et sur un peu les mesures qu'on peut faire pour mesurer le stress. Et on va vous donner ensuite du contenu pratique sur comment gérer ce stress avec un petit cadre d'analyse de notre facture pour l'appréhender un peu mieux, et puis des pistes d'action à mettre en place assez rapidement. Et le tout saupoudré un peu d'exercices pour commencer à prendre du recul ici ce soir maintenant, et mettre en pratique ce qu'on peut partager avec vous. Voilà. Ok, juste quelques petites règles qu'on vous a peut-être déjà précisées. Déjà de prendre des notes, enfin de prendre de quoi prendre des notes, pardon, si ça vous intéresse, que ce soit un carnet ou votre téléphone ou votre ordi. Pas qu'on pense que tout doit être consigné, parce que ce n'est pas un cours, plus parce qu'on va vous faire des petites mises en pratique et que ça peut toujours être aidant. Donc, allez chercher quelque chose si vous avez oublié votre support. Caméra ou pas, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup en fait qui l'avaient désactivé, donc très bien comme ça permettra peut-être une connexion plus fluide. Sur le côté mute, pareil, j'ai l'impression que tout le monde connaît bien le principe de Zoom. Donc rester en mute. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne donnerait pas d'autorisation, on va dire, d'interrompre la session, parce que ça va être un peu galère à gérer. En revanche, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie conversation. On va essayer de les prendre de temps en temps pour y répondre, de se laisser un petit temps à la fin si on peut, voilà, pour y répondre aussi, même si on se doute qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de répondre à tout le monde, donc désolé. Et pour l'affichage, je pense que vous avez, enfin je ne sais pas comment c'est sur vos écrans, mais en haut à droite, vous avez la possibilité de choisir, de cliquer sur affichage intervenant ou affichage galerie. L'idée, c'est d'avoir la vue galerie pour que vous puissiez voir Marguerite ou moi ou l'écran qu'on vous partagera de temps en temps affiché en principal. Voilà.
Alors, ce qu'on va commencer par faire, c'est faire un petit exercice de relaxation, parce qu'on est là pour parler de stress. Donc, commençons directement dans le vif du sujet. Voilà. Alors, du coup, ce qu'on voulait vous proposer, c'était effectivement pour se mettre dans le thème et se détendre quelques minutes où je vous propose déjà, pour commencer, de fermer les yeux. Alors, chacun est chez soi derrière son écran, donc ça facilite les choses. Et puis, voilà, de déjà commencer à rouler un petit peu vos épaules en arrière et à bien vous installer dans votre posture, dans votre fauteuil, chaise, canapé, lit, peu importe. Voilà, prenez ces quelques secondes pour déjà détendre un petit peu la nuque. Et puis, ce que je vous propose, c'est qu'on parte sur un cycle de 3 respirations profondes sur 3 temps. 3 temps d'inspiration et 3 temps d'expiration par la bouche, si, si vous êtes OK avec ça, ça augmente les bénéfices, et de vous laisser guider. Je vous propose qu'on démarre. Donc, c'est parti. Encore une. Et puis, gardez les yeux fermés. Je vous propose de continuer dans cet état à vous plonger dans un environnement dans lequel vous vous sentez bien, qu'il soit imaginaire, fantasmé ou réel, ou un mix de tout ça. Mais imaginez-vous dans un endroit voilà, que vous aimez. Et essayez de vous connecter à vos sens. Qu'est-ce que vous voyez? Continuez à respirer tranquillement. Qu'est-ce que vous entendez? Les odeurs peut-être que vous sentez. Et essayez de vous imprégner vraiment de ce ressenti, normalement plutôt de bien-être dans lequel vous êtes plongé. Encore quelques secondes. Restez-y et je vous propose de repartir sur un cycle de 3 respirations, sur 3 temps, dès que vous voulez, à partir de maintenant. Voilà, et à votre rythme, vous pouvez rerouler un petit peu les épaules en arrière, ouvrir les yeux et puis vous étirer tout simplement. Voilà, les bras en l'air, sur le côté, un petit tour de tête. Voilà, en espérant que vous êtes peut-être un petit peu plus détendu qu'il y a quelques minutes. C'est un exercice qui est assez facile en fait à mettre en place, que je vous invite à faire à chaque fois que vous en ressentez le besoin, pour prendre ne serait-ce qu'un tout petit peu de distance par rapport à une situation. Ça coûte pas cher la respiration, on oublie souvent qu'on a cette capacité, donc simplement d'y mettre un petit peu son attention. Voilà, je repasse, maintenant qu'on est tout focus, la parole à Marguerite. Merci Estelle. Alors, je vais commencer par vous reparler un peu du mot stress. Alors, comme vous pouvez vous en douter, le mot est anglais, mais par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça vient en fait du vieux français déstressé, qui signifie contrainte, affliction, détresse évidemment, et qui est lui-même dérivé du latin stringere. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de se maintenir écarté comme un élastique, tiraillé, oppressé. Donc, c'est un peu la notion de contrainte pour les ingénieurs qui sont parmi nous, comprimé, serré. Merde, Marguerite, pardon, je t'ai mis en mute, excuse-moi. Ouais, j'ai vu. Donc, j'en étais à... ouais. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment voilà, d'être tendu comme un élastique, d'où la notion de affligé, oppressé, en déstress.
Alors, le mot anglais stress, qui est tellement commun pour nous, en fait, il rentre dans le dictionnaire français qu'en 51, donc c'est relativement récent. Et le stress médical, il a été théorisé par un médecin spécialiste des hormones, donc endocrinologue, qui était québécois, qui a un nom bizarre, il s'appelle Hans Selye, et il s'intéresse à ce qu'on appelle encore aujourd'hui le syndrome général d'adaptation. Donc, dans le langage médical, en termes de définition, ce qu'on appelle un stress, ça a plusieurs significations. Ça peut être l'agression de l'organisme par un agent qui appelle une réponse d'adaptation. Donc, on parle de stress opératoire, de stress chimique, de stress traumatique, etc. Il y a l'agent stresseur ou l'agresseur, donc ça peut être le froid, un virus, un trauma, le bruit, etc. Et puis, par métonymie, le stress en est venu à désigner cet état un peu global de perturbation et de tension qu'on connaît tous. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, au-delà de l'étymologie, c'est de savoir qu'en fait, le terme de stress n'a pas été tout de suite pris au sérieux dans le milieu médical et académique, alors que maintenant, c'est quand même assez reconnu. En fait, les travaux de ce monsieur Hans Selye étaient considérés au départ, dans les années entre 30 et 50, comme trop flous. Donc, ils n'ont pas été très écoutés par les labos pharma. Il a donc choisi, lui, de se tourner vers le travail de consultant. En fait, il est parti promouvoir ses concepts. Et là, petit fun fact, il a été lié en fait à l'industrie du tabac, qu'il a financé et qui a utilisé ses recherches pendant des procès pour contester le lien entre le tabac et le cancer, en expliquant qu'en fait, le tabac, c'était une super diversion très utile pour faire face au stress de la société industrielle. Voilà, donc c'est un peu un petit exemple de comment lui, il pouvait utiliser le terme. Et en fait, ce qui s'est passé après, c'est que dans les années 70, c'est l'armée américaine qui s'en est ressaisie de ce terme-là. L'armée américaine, c'est souvent une grande source d'avancées scientifiques, méthodos. Vous savez qu'Internet vient de là-bas. Donc, ils s'en sont ressaisis. Et c'est là que naît le fameux PTSD, pour ceux qui en ont peut-être entendu parler, Post-Traumatic Stress Disorder, qu'on voit souvent dans les films américains de guerre. Donc, c'est le stress qui affecte les vétérans à l'époque de la guerre du Vietnam, dans les années 70. Et puis ensuite, dans les années 90, finalement, ce terme, qui au début n'était pas très reconnu, commence à être vraiment acquis dans les recherches scientifiques. Et il commence à être lié aux conditions de vie des sociétés modernes. Et on commence à parler du stress lié à l'environnement professionnel, de tout ce qui est gestion du stress, etc., etc. Alors, donc ça, c'était le petit point historique. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, et alors là, il faut que je partage mon écran. Et ça, c'est quand même un vrai truc technique. Attention, je me mets en plein écran et ça ne marche pas. Ah si, c'est bon. Alors, en fait, dans le stress, ce qu'il faut un peu, nous, ce qui nous a intéressé, c'est de savoir que c'est un peu comme le sketch des inconnus. Il y a le bon et le mauvais stress, comme il y a les bons et les mauvais chasseurs. Donc là, j'ai repris sur le petit slide que vous voyez à l'écran la théorie de Michael Csikszentmihalyi. Alors, je ne sais jamais comment prononcer le nom, mais vous pouvez voir le nom en bas dans le petit slide. Je ne sais pas combien d'entre vous connaissent la théorie du flow. Vous savez, le flow, c'est un peu cet état optimal dans lequel on se trouve quand on est dans une tâche qui nous convient particulièrement. Et en fait, quand on réfléchit un peu au bon stress et au mauvais stress, on peut faire un lien avec cette théorie. Pourquoi le bon stress, ça s'appelle le E-stress. EU, stress. Donc ça, c'est Hans Selye, hein, c'est toujours le même mec qui a théorisé tout ça. Et puis le mauvais stress, on l'appelle le distress, d'où détresse d'ailleurs. Et en fait, si on reprend la théorie du flow, ce qu'a théorisé Mikhail, c'est vraiment une relation entre ce qu'on fait, nos compétences, là où on est bon, et notre environnement. Et donc, en fait, si on réfléchit, au final, le stress, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'on peut avoir des contraintes qui sont bénéfiques, c'est-à-dire des contraintes qu'on rencontre dans la vie qui nous font avancer, et on peut avoir des contraintes qui dépassent notre niveau de capacité d'adaptation, qui sont trop importantes pour nous. Donc, le petit schéma que vous voyez là, vous allez trouver dans cet espace de flow au milieu le bon stress, c'est celui qui nous canalise et qui nous fait grandir. En haut, c'est la zone d'anxiété, selon la théorie du flow. Et là, on va trouver le mauvais stress, celui qui nous dépasse et qui nous rend malade. Et puis en bas, s'il y a zéro stress, on se retrouve dans la zone d'ennui. Et l'idée aussi de ce petit schéma, c'était de se dire que s'il n'y a aucun stress, c'est qu'on n'est pas humain. Hein, c'est comme si on n'avait jamais de maladie ou jamais de choses négatives. Ça n'existe pas chez un être humain. Donc, il y a toujours un peu de stress. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre le négatif et le positif.
Alors, donc j'arrête de partager mon écran, et puis ah oui, alors petit point question, si jamais, Estelle, tu as repéré des questions, sur le chat. Pour l'instant, j'en vois pas. Non, pour l'instant, il n'y en a pas, donc comme ça, on peut continuer. Et là, Alors, j'avais juste un petit point, juste avant de terminer. Je voulais juste faire la différence entre ce qu'on appelle le stress et ce qu'on appelle l'anxiété, parce que en fait, on s'était dit en préparant cet atelier que ça pouvait être un problème en ce moment. En fait, quand on parle du stress, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Christophe André, vous savez, le psychologue assez connu, psychiatre, je crois. Le stress, c'est un phénomène normal, donc c'est ce qui se passe dans notre corps et notre esprit quand on est soumis à une pression ou une agression. Donc ça, c'est ce qu'on vient de voir, assez classique, hein, face à des stresseurs. Et l'anxiété, elle, c'est plus la tendance de l'être humain à anticiper et à grossir les difficultés. Parfois même, on va en imaginer alors qu'il n'y en a pas. Donc l'anxiété, c'est un peu notre capacité à tous à se créer soi-même du stress, quoi. C'est un état plutôt diffus et l'objet du stress, dans le cas l'objet de l'anxiété peut être assez difficile à déterminer. Donc en gros, vous êtes stressé si vos symptômes de tension physique, psychique disparaissent quand vous n'avez plus vos soucis, typiquement en vacances, et vous êtes plutôt anxieux si ces symptômes persistent même quand on est loin des problèmes, donc rumination, sensations plus persistantes. Les deux sont des réactions normales, donc on en a tous. C'est notre façon de gérer les menaces. Par contre, la dose peut être problématique, évidemment, en fonction de chacun. Donc en ce moment, on peut avoir un peu des deux. C'est-à-dire, nous, quand on a fait les premières versions de cet atelier, on parlait plutôt du stress professionnel. Donc là, on va en parler juste après, mais bon, c'est des situations relativement, ça peut être en tout cas des situations relativement ponctuelles. En ce moment, on peut aussi ressentir un certain état d'anxiété face à de l'incertitude. Voilà. alors je vois juste une petite question qui est de savoir si on transmettra l'enregistrement du webinaire. On fera le point avec Marguerite après. En tout cas, on l'enregistre. Et du coup, on verra de quelle façon on peut vous faire parvenir, vous faire parvenir. Alors ensuite, là, ça va être à vous pour juste une petite situation, enfin une petite pause pour vous. Alors pareil, je vais partager mon écran. Alors, j'arrive sur le côté un peu. Évidemment, c'est pas le bon. Alors, je vais recommencer. Pardon. Alors, l'idée, en fait, c'était simplement de vous faire réfléchir à votre situation de stress. Évidemment, je ne retrouve pas ma présentation. Ouais, l'idée, c'était que, pour donner un peu de contexte, les premières fois où on a fait cet atelier, on a eu les remarques que en fait, les gens avaient envie d'interagir un peu et de commencer à mettre en pratique directement ce qu'on se disait là. Donc là, on fait un premier petit exercice pour vous mettre en condition, en situation, puis on y reviendra en fin de séance. Voilà. Donc là, l'idée, en fait, voilà, reconnectez-vous, repensez à une situation de stress dans laquelle vous êtes ou qui est récente, peu importe si c'est pro, perso, enfin, voilà, choisissez-en juste une seule plutôt que plusieurs, s'il y en a plusieurs. Et ce qu'on vous invite à faire en 2 minutes, qu'on vous laisse là, c'est de décrire les faits. Donc, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre du factuel, de c'était quand, vous étiez avec qui, qu'est-ce qui s'est passé, etc. De recontextualiser tout ça concrètement et puis de noter votre ressenti à ce moment-là, pendant cette scène, pendant cette séquence, qu'est-ce qui s'est passé pour vous. Voilà, donc pas de jugement, on va pas vous demander de le partager en live, donc cet exercice, il est pour vous. Donc n'hésitez pas à le faire sur papier ou au support digital. On vous laisse 2 petites minutes, donc si on ne parle plus, c'est normal. Ce que vous pouvez juste rajouter, soit ce qui peut vous aider à choisir ou en tout cas sur votre situation déjà choisie, c'est l'intensité. Sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous situez le stress?
On se laisse encore une petite minute de réflexion. Pour la personne qui vient de nous rejoindre, nous sommes dans un petit exercice où on analyse chacun une situation de stress. Ce qui s'est passé concrètement et le ressenti à ce moment-là sur une échelle de 1 à 10, la note que vous mettriez. Donc n'hésitez pas à le faire, en rattrapant, les autres. Voilà, du coup, j'espère que tout le monde a terminé. En tout cas, si c'est pas terminé, vous pourrez le reprendre après. Mais en tout cas, rien que de le noter, de repenser à une situation et de la sélectionner, de noter, les faits et le ressenti, permettra déjà de prendre un peu de distance. Ce qu'on voulait vous partager par rapport à l'atelier qu'on avait fait la dernière fois, physiquement, ce qui nous avait été partagé comme situation, parce qu'on s'est dit que ça pouvait peut-être résonner. Il y avait une étudiante, dont le stress était lié, elle, au fait de parler, enfin de prendre la parole en public. Il y avait une femme de 40 ans, qui nous évoquait, elle, plutôt, une surcharge de travail dans un contexte pro où, en plus de ça, il y avait une forte mésentente avec, son ou sa manager. Il y avait un jeune homme trentenaire, plutôt introverti qui passait des entretiens, dans la semaine, de l'atelier, qui avait plein de questions, qui savait pas forcément par où commencer, qui avait aussi, le stress et la crainte de ne pas plaire, de pas forcément savoir se vendre et cetera. Donc le stress de l'enjeu. Une femme de 25 ans qui était plus, elle, en quête de sens, dans le travail et du stress lié à la perte de repères, au manque de motivation, au fait de pas forcément savoir par quoi démarrer. Ce sentiment d'être un peu perdu. Et on s'est dit aussi, voilà, en contexte de confinement, donc ça, c'était juste quelques exemples, hein, il y en a plein, plein d'autres. Et en contexte de confinement, les situations de stress typiques, qu'on peut retrouver, qui peuvent être assez classiques, bah, il y a le stress qu'on peut ressentir parce qu'on se sent démuni, évidemment, face à l'incertitude de la situation, l'impact, la durée, comment ça va se passer, la reprise, et cetera, et cetera. Le stress peut être lié à de la solitude, on se sent seul, on s'ennuie, on manque de motivation. Le stress qui peut être créé par, déjà le côté anxiogène des news, si vous les écoutez ou si vous les regardez souvent, par l'overdose d'informations, de chaînes, et de boucles WhatsApp ou sur, les autres réseaux sociaux. Trop d'écrans, trop de sollicitations qui demandent trop de réactivité et cetera. Tout simplement du stress créé par, les tensions, avec les proches, avec qui on est confiné, physiquement parlant ou pas nécessairement. Mais voilà des situations en tout cas, qui peuvent vous parler. Ne serait-ce que pour illustrer, et peut-être venir compléter, vos situations, pour vous éclairer. Donc je redonne la parole à Marguerite qui va maintenant nous expliquer comment ça se passe, physiologiquement parlant, dans notre corps, puisque c'était aussi un petit peu le sujet, de comprendre le mécanisme derrière. Oui, n'hésitez, toujours pas à poser des questions, à faire vos petits commentaires dans le chat, hein. On ne peut pas faire parler tout le monde, mais du coup, si vous avez envie de vous exprimer, n'hésitez pas. Alors, on s'est posé un peu la question maintenant qu'on a évoqué quelques situations de stress, comment ça marche dans notre corps, en fait? Qu'est-ce qui se passe physiologiquement quand on est dans cette situation? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, biologiquement, en fait, ça se déroule en 3 étapes. Ça, c'est toujours la recherche médicale, qui dit ça. La première étape, c'est, la réaction d'alarme. Donc là, qu'est-ce qui se passe? On a 2 choses principales qui se passent. La première, c'est que le cerveau, c'est notre cerveau reptilien, celui qui est chargé du traitement des émotions, la coordination, de plein de choses comme ça. Lui, il reçoit les messages du stress, ce qu'on appelle les stimuli, et c'est lui qui dit: «Attention, ça, c'est un agent qui est en danger. C'est un agent stresseur». Là, il va commander l'arrivée de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est une hormone et on l'appelle l'hormone guerrière. Pourquoi? Parce que c'est l'hormone qui aiguise tous vos sens en situation de stress.
Donc, vous savez ce qui arrive dans la première phase, hein, par exemple, quand on va monter sur scène pour parler en public, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a une hormone qui va accélérer ma respiration, qui va augmenter mon rythme cardiaque, mes bronches se dilatent, donc je respire plus rapidement, je peux transpirer. Ça, c'est tous les sens qui sont aiguisés. Et puis, juste après cette hormone guerrière, juste après l'adrénaline, on voit un pic de cortisol. Donc, c'est une autre hormone qu'on appelle souvent l'hormone du stress. Pourquoi on l'appelle l'hormone du stress? Parce que c'est cette hormone-là qui va discuter avec le cerveau, avec le cortex, pour piloter la réponse au stress. En fait, l'adrénaline, elle est là pour donner une réponse reptilienne, quoi, très très rapide, réflexe, alors que le cortisol, il va être plus intelligent, plus malin. Il va aller discuter avec le cerveau et il va voir où concentrer quelles ressources pour agir face au stress. Donc, par exemple, si vous êtes face à quelqu'un d'agressif dans la rue, il va vous envoyer plein de ressources dans les jambes pour courir très vite. Alors ça, c'est le stade 1, réaction d'alarme, tout va bien, pour l'instant, tout est normal. Le stade 2, c'est si le stress continue. On l'appelle le stade de résistance. Là, ce qui se passe, c'est que si vous êtes face à un stress continu, le cortisol, il continue à être sécrété, il augmente en proportion dans le corps. Pourquoi? Parce qu'il continue à armer le corps pour augmenter son niveau de résistance pour faire face à ce stress. En temps normal, si vous n'avez pas de stress, pas de cortisol, parce que vous n'avez pas besoin de vous armer. Si vous avez un stress continu, il va aller discuter avec cette fois-ci la partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. Bon, je vous passe un peu les détails, mais ça va freiner les réactions de l'étape 1. En revanche, il va aller chercher des réserves suffisantes pour continuer les dépenses. Alors, ce qui pose problème à ce moment-là, c'est que ça demande de l'énergie de faire face à un stress d'une longue durée. Donc, le corps n'est pas dans sa consommation d'énergie habituelle. C'est là que surviennent des problèmes sur la santé. Donc, problème le plus classique, pour renouveler mes réserves d'énergie pour faire face au stress continu, le cortisol me commande d'avoir faim. Truc très classique, moi ça m'arrive à tous les coups. Je suis sûre qu'après ce webinaire, je vais aller bouffer, parce que c'est du stress de parler en public. Donc c'est à peu près automatique d'aller manger, parce qu'on doit reconstituer ses ressources. Donc, on prend du poids et petit fun fact, la prise de poids liée au stress se fait surtout au niveau du ventre. En fait, un peu ce fameux pneu là qu'on a autour du ventre en bas, parce que le cortisol, il est sécrété par les glandes surrénales, qui sont en fait les deux petits chapeaux au-dessus des reins. Donc, les reins, vous savez, c'est en bas du ventre. Et il a besoin d'avoir accès immédiatement aux réserves de graisse. Donc, souvent, ce qu'on appelle le ventre de stress, c'est celui qui est. C'est à cause de ça, en fait, parce que le cortisol a besoin d'y accéder rapidement. Un autre souci sur la santé lié à la surabondance de cortisol, ça peut être un déficit du système immunitaire. Donc on peut tomber malade plus facilement. C'est lié au fait que les hormones qui accompagnent cette sécrétion de cortisol diminuent le système immunitaire, diminuent l'immunité. Donc c'est à ce moment-là, vous savez, quand vous êtes sous stress chronique au boulot, vous commencez à tomber plus facilement malade, vous ne comprenez pas trop pourquoi, vous avez bronchite, rhume, vous enchaînez tout ça, c'est lié à ça. Et puis, dernier petit souci, c'est côté mémoire. Alors, pas d'amnésie générale, hein, c'est pas ça, c'est juste qu'on a tendance sous stress à ne plus bien se souvenir de ce qu'on vient d'apprendre. En fait, la mémoire va se reconcentrer sur les réflexes qui sont bien ancrés, ce qu'on connaît déjà bien. Donc, par exemple, si vous êtes, j'avais lu cet exemple, si vous êtes pilote d'avion et que votre avion est en train de se crasher, en fait, si vous avez eu la veille une formation sur comment éviter qu'un avion se crache, vous n'allez pas utiliser ces ressources-là, parce que c'est pas comme ça que vous fonctionnez sous stress. Vous allez, les seules choses que vous êtes capable de mobiliser, que votre cortex peut mobiliser, c'est vraiment ce que vous avez appris avant. D'où l'importance pour ces métiers-là de s'entraîner très souvent et d'ancrer ces connaissances-là de manière réflexe. En plus, la mémoire, ça c'est un peu notre côté toujours un peu reptilien qui veut se protéger. La mémoire a tendance à imprimer ces faits stressants. Donc ça veut dire qu'on va se concentrer sur les faits de stress et oublier la manière de répondre à ce stress. Ça, c'est la façon dont on est fait. Donc là, on était sur un stade 2, donc c'est en cas de stress continu. Et qu'est-ce qui se passe au stade 3? C'est-à-dire si on arrive dans un stress vraiment chronique, là, on peut arriver, ce n'est pas toujours le cas heureusement, au stade de l'épuisement. En fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le burn-out, hein. C'est un peu la maladie du siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, les toxines s'accumulent et les réserves de cortisol s'épuisent. Et c'est là où on a un vrai problème. Donc là où survient la fatigue carrément excessive, vous savez, le cynisme, les irritations de la peau, l'anxiété, voire la dépression. Et donc au final, ce qu'il faut retenir ici, alors je vais vous indiquer le petit, je vais partager l'écran, s'il arrive.
pour vous donner un petit slide pour ancrer un peu le truc. Ce dont il faut se rappeler, c'est que si vous avez peu de cortisol dans votre organisme, c'est soit que vous avez zéro stress, donc très bien, soit que vous êtes au stade de l'épuisement. Donc évidemment, vous pouvez assez rapidement identifier dans quel stade vous êtes si vous avez peu de cortisol. En revanche, si vous en avez beaucoup, c'est pas top non plus, parce que vous êtes dans un stade de résistance à un stress relativement aigu un peu souvent. Et là, vous avez des problèmes sur la santé. Et en gros, mieux vaut quand même avoir pas mal de cortisol plutôt que zéro si vous êtes fatigué. Parce que là, ça veut dire qu'on est sur du burn-out. Alors, je quitte l'écran. Et je passe sur alors n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que du coup... Il y en a, on va les prendre après. Ok, ça marche. Alors, je continue sur ces questions-là. Une fois qu'on a regardé un peu biologiquement comment ça se passait, on s'est posé la question de se dire, ok, super, mais comment je le mesure du coup? Et comment je sais si je suis stressée? Parce que je sais pas, je peux pas voir directement mon taux de cortisol dans mon sang, quoi. Donc là, on a un peu deux façons de le faire. Soit on a, ce qui est le plus souvent utilisé, c'est des échelles de perception, soit on a des tests sérologiques, en fait. Donc, ce qu'on a observé, c'est qu'il y a deux tests principaux qui sont des tests d'autodéclaration. Pour être honnête, ça nous a un peu fait rigoler quand on a vu les tests, parce que, par exemple, le test le plus utilisé, c'est l'échelle de perception du stress par Cohen et Williamson, donc de grands psychologues à Carnegie Mellon. Mais en fait, en gros, c'est 10 questions où on doit donner une note de 1 à 4 sur des questions du type « Au cours du dernier mois, combien de fois avez-vous senti que vous dominiez la situation ?» Donc, c'est intéressant, mais ça reste autodéclaratif. Donc, si vous avez une forte personnalité qui a tendance à pas trop accepter que des situations difficiles, vous n'allez pas forcément répondre d'une manière appropriée. Donc, bon, ce test-là, nous, on s'est un peu demandé comment ça pouvait être vraiment utile. En revanche, il y a un autre petit test qu'on a trouvé un peu plus utile, qui s'appelle l'échelle de stress de Holmes and Rahe, bon, bref, et qui porte sur l'arrivée d'événements stressants. Alors, je vais vous le mettre en slide. Vous puissiez un peu avoir un petit exemple. En gros, l'idée, c'est de se dire, vous avez une série de choses qui peuvent vous arriver sur la gauche. Vous comptez le nombre de fois où ça vous est arrivé sur 2 ans. Et ensuite, vous multipliez par le nombre de points. Ça vous donne un nombre de points. Vous faites le total et ça vous donne une espèce de probabilité de stress aigu ou de stress moins aigu. Donc, ce qu'on peut remarquer ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certaines en fait, formes de stress, enfin sources de stress qui sont plus importantes que d'autres. Donc évidemment les décès, mais aussi le mariage, aussi les déménagements. Alors là, c'est pas dans cette liste, ça dépend des tests. Mais le déménagement, c'est connu comme un stresseur assez important. Et puis, au-delà de ces tests d'autodéclaration, on peut évidemment mesurer le cortisol et les hormones de manière générale dans son sang. Alors, il y a des startups qui font ça aujourd'hui, mais étonnamment ou pas, en tout cas, si vous allez voir votre médecin et que vous lui demandez d'avoir un espèce de bilan individualisé de vos hormones dans le sang, il va être un peu étonné et vous n'allez pas être remboursé par la Sécu, a priori. Donc, pour l'instant, on n'est pas tellement sur une médecine très individualisée. Et c'est pour ça en fait qu'on fait cet atelier, c'est parce qu'on ne sait pas bien comment se saisir de ce problème-là, d'où il faut passer par des moyens plus d'observation et de repérage personnel pour arriver à gérer ça. Ça ne m'étonnerait pas que dans les années à venir, ça devienne un peu plus développé. Voilà. Alors, il y a deux questions que j'ai repérées. Alors, je prends la dernière parce qu'elle elle est directement en lien sur comment le sport et la méditation agissent contre le stress chimiquement. Alors, il est connu et reconnu que le sport a tendance à diminuer en fait le taux de cortisol. Donc ça, c'est quand il y a une situation de stress trop élevée. Effectivement, le sport peut le faire diminuer, ce qui peut permettre justement de se déstresser et de faire diminuer du coup chimiquement ce taux. En revanche, attention quand même, parce que c'est pas qu'il n'y a pas de science exacte à ce niveau-là, mais ça peut créer d'autres problématiques, à savoir, ça c'est à vous de vous connaître, aller faire un footing à 22h un soir parce que vous êtes stressé, peut-être que sur le coup, ça va diminuer ce taux-là, mais ça va faire monter l'adrénaline et ça va créer d'autres
ça peut créer d'autres biais. Et ça, c'est une fois de plus, on est assez inégaux à ce niveau-là et c'est malheureusement difficile de le savoir en temps réel, mais adapter et ajuster. Quant à la méditation, alors j'aurais pas la réponse sur chimiquement ce qui se passe. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça fait nécessairement diminuer, le stress et la cortisol, je pense, dans le sens où en fait, on prend ce temps de recul et on n'est pas dans la réaction tout de suite, mais on est vraiment dans le côté essayer de trouver un état mental, qui se calme, qui nous calme, même si ça peut prendre 5, 10, 15 ou minutes ou 1 heure, mais qui permet ensuite, du coup, de pouvoir agir sur la situation. Donc, je ne sais pas si chimiquement, la méditation à proprement parler, fait descendre et ça dépend aussi comment on la pratique, si c'est via une application ou si, c'est une méditation plutôt active, où typiquement on va aller marcher dans un parc ou dans un jardin ou la nature si on a ça à proximité, où là forcément les apports vont être un petit peu différents. Je ne sais pas si Marguerite, tu voulais compléter sur ça? Non, en effet, c'est une bonne question. Je ne sais pas non plus comment les réducteurs de stress agissent chimiquement sur notre stress. Je ne sais pas s'ils agissent sur l'adrénaline ou le cortisol. Je pense que ça vaut le coup de l'investiguer. On va voir si on peut pas peut-être répondre à la question un peu plus tard, Mmh. avoir fait des petites recherches. Et l'autre question rapide qui était: quelle est la différence entre le stress et le trac? Par exemple, dans l'optique d'un entretien ou d'une rencontre avec un potentiel client, pour moi qui suis indépendante. Moi, ce que j'entends dans cette question, c'est plus le côté enfin, le trac, je l'entends et je le décode plus comme un bon stress à partir du moment où c'est pas bloquant, et où ça vous pénalise pas, où ça vous freine pas. Parce qu'on a forcément ce petit stress, comme Marguerite en parlait au début, qui est le bon stress qui va nous mettre dans un état d'esprit un peu d'excitation, un peu guerrier, un peu d'adrénaline, etc. En revanche, si c'est vraiment tétanisant et paralysant, alors là, oui, le trac n'est plus du trac, mais du stress, voire peut-être une anxiété et une réaction où il faut aller chercher un petit peu plus loin les sources et les causes. Est-ce que c'est l'enjeu qui est trop gros? Est-ce que c'est un enjeu de posture? Est-ce que c'est un enjeu enfin, est-ce que c'est une peur je sais pas, de légitimité? Est-ce que c'est la crainte d'être jugé ou de rater? Enfin, il peut y avoir plein de choses derrière. Mais pour moi, le trac fait partie plutôt du bon stress, à partir du moment où il est pas paralysant. Voilà, comment je peux répondre. Alors une fois qu'on s'est dit ça, on passe un peu à la deuxième partie, donc comment faire, quoi? Une fois que j'ai, j'ai un peu étudié tout ça, comment je fais pour gérer mon stress? Alors là, on va vous partager un petit cadre, d'analyse, en fait, qu'on s'est créé, pour nous-mêmes, avec notre expérience, je peux dire, relativement forte du stress, hein. Et l'idée, c'est en fait d'avoir en tête un triptyque, un petit triptyque, quoi, un truc en trois temps assez simple: observer, analyser, agir. Donc très simplement, le premier pas, et c'est alors je ne sais pas, où vous en êtes, vous, de votre gestion du stress, mais ce premier pas peut paraître évident, mais il l'est pas forcément. C'est prendre le temps de l'observation. Donc c'est juste faire un pas de côté, donc prendre une position un peu méta, hein, comme on dit en coaching, et juste écouter et regarder, constater ce qui se passe, sans jugement, constater ce qui est là. Donc vraiment s'arrêter, quoi. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on va y revenir après en détail, hein, c'est l'analyse. Et là, on passe dans, alors nous qui sommes des êtres assez cognitifs, hein, assez mentaux, c'est une étape quand même importante pour arriver à comprendre un peu, ou commencer à comprendre en tout cas, les principales causes et origines de notre stress. Commencer à prendre du recul, accepter, reconnaître, et surtout commencer à identifier là où on pourrait se diriger pour aller diminuer un peu les impacts négatifs de notre stress. Et puis la troisième partie, évidemment, l'action. Donc quand on dit agir, c'est quoi? C'est en fait finalement identifier nos réflexes à nous, les réflexes personnels qu'on peut tester puis qu'on peut adopter. On peut aussi utiliser des outils qui permettent d'alléger le poids du stress. Donc ça, c'est ce on va vous partager un peu plus tard. Mais avant toute chose, vu que le stress est unique pour chacun, là, notre message, c'est vraiment de se dire que c'est à chacun en fait d'identifier, d'aller tester des choses qui marchent pas, et de les garder ou pas. Alors du coup, pour déplier un petit peu plus, la partie observer de notre triptyque, observer, analyser, agir.
Moi, je voulais vous parler en fait de ce qui se passe et de 4 réactions qui s'enchaînent en fait très vite. Ça peut prendre quelques secondes uniquement, mais quand on déplie un petit peu et enfin, voilà, qu'on regarde ce qui se passe de manière très simple, le temps de l'observation, c'est ces 4 items. La première réaction, en fait, c'est la réaction physiologique. Donc, c'est tout simplement qu'est-ce qui se passe, comment ça se manifeste dans notre corps. Ça peut être le cœur qui bat, la gorge qui se noue, la boule au ventre, une migraine, enfin, toutes ces manifestations, un tremblement de la main ou de la jambe, enfin, tout ce que notre corps nous manifeste, c'est la première réaction face au stress liée du coup, à cette réaction physiologique. Ensuite, cette réaction, en fait, est accompagnée d'une réaction émotionnelle. Donc là, c'est qu'est-ce que je ressens? Puis, d'une pensée, donc vraiment, qu'est-ce que je pense à ce moment-là? Et enfin, d'une réaction comportementale. Qu'est-ce que je fais? Et donc vraiment, entre le corps, l'émotion qui nous traverse, la pensée, donc là, le cerveau et l'action, ça peut se passer en enfin voilà, en un millième de seconde ou en 10 secondes et peu importe. Enfin, un exemple tout simple en fait que je pouvais vous partager, qui peut vous parler et résonner, c'est typiquement, voilà, je reçois un mail, je suis au boulot ou là même en confinement, peu importe. Je reçois le mail d'un client, un projet sur lequel je bosse depuis des mois, et cetera. Et ce client, qui est le décideur, n'a jamais donné signe de vie pendant ce projet. Et là, d'un coup d'un seul, il envoie un mail qui me dit quelque chose de l'ordre de c'est pas, enfin, c'est nul ce que vous avez fait, c'est pas du tout ce que j'attends. Enfin, chacun avec son vocabulaire évidemment, mais c'est ça le message en tout cas qui est envoyé. Et là, donc, bah, ça c'est l'élément stresseur, on va dire. Quand je lis ça, bah, surprise, moi je peux avoir le cœur qui fait un bond, je peux avoir tout de suite un petit tremblement ou la gorge qui se noue tout simplement. Un mouvement de recul aussi, peut-être comme ça, c'est mon corps qui va le faire tout seul. En termes d'émotions, qu'est-ce qui va se passer? Il va y en avoir plusieurs qui peuvent me traverser. Je peux ressentir une forte colère, je peux ressentir de la tristesse, l'envie de pleurer, je peux ressentir du découragement, donc de l'incompréhension. Tout ça, ça va être dans l'ordre des émotions qui me traversent et il peut y en avoir plusieurs qui s'enchaînent. Ce que je vais penser à ce moment-là, ça va être quoi? Ça peut être mais pour qui il se prend, celui-là? Il a rien compris, ou encore pourquoi c'est toujours sur moi que ça tombe? Je vais pas me laisser marcher dessus, ou peut-être oh là là, je suis vraiment nulle, il a raison. Enfin, peu importe ce qui se passe, ça, c'est les pensées que ces réactions en chaîne vont susciter. Et après, il y a comment j'agis, la dernière des réactions. Et ben là, je peux m'apprêter à répondre aux mails, réaction sous le coup de la colère et commencer à vouloir répondre à tout le monde, ouais, comment ça, etc. Sauf que je peux m'arrêter en étant assez convaincue que répondre du tac au tac et sous le coup de la colère, en général, c'est rarement la bonne solution pour exprimer clairement ce qu'on a envie d'exprimer. Et du coup, ce sera d'abord donc de corriger ce comportement et d'aller prendre l'air, de me lever, d'aller boire un verre, d'aller juste m'aérer 2 secondes, pour revenir ensuite, à mon bureau et reprendre, la situation en main. Ça, c'est cette description du coup de ces 4 réactions, donc le corps, l'émotion, la pensée, le comportement. C'est pour nous ce qu'on a mis comme le temps de l'observation. Alors on a du mal à à le décoder en temps réel, parce que ça se passe très vite. En revanche, en s'entraînant un petit peu, si c'est un réflexe que vous commencez à prendre et à adopter, vous y arriverez peut-être pas, pardon, à tous les coups, mais ça permet juste déjà de regarder ça, d'un peu plus haut, et de le déplier permet déjà de mettre cette distance face au stress avant qu'il vous envahisse ou qu'il prenne un peu trop de place. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas, ça ne veut pas dire que la situation est résolue, mais d'observer déjà, c'est un premier pas. Voilà ce que je peux vous dire sur cet item. Alors, une fois qu'on a fait cette petite pause, qu'on a fait ce stop pour observer, on peut partir à la découverte du mécanisme qu'il y a derrière. Donc ça, c'est la partie analyse. Alors, petit warning, dans cette partie, on va commencer à vous donner quelques tips d'action. Donc, on aborde un peu la partie agir avant, pour éviter de nous répéter. Donc, à vos notes, si vous avez besoin de prendre des petites notes sur ces principes d'action. Alors là encore, on a observé dans notre expérience un peu 4 grands types de sources de stress.
Donc on va vous laisser découvrir petit à petit. Donc Estelle, je te laisse commencer peut-être avec le premier. Ouais. Alors, une des premières grandes cases, on va dire, dans lesquelles peut rentrer le stress, c'est tout ce qui touche à l'incertitude et au changement. Alors, en plus, ça tombe bien parce qu'on est en plein dedans. En gros, un changement, par définition, génère de l'incertitude parce qu'on va d'une situation A qu'on connaît vers une situation B qu'on ne connaît pas nécessairement, soit pas du tout, soit pas de la même façon parce que les paramètres ont changé. Et ça, mécaniquement, ça génère du stress qui peut être bon ou mauvais, peu importe. Mais le changement en fait, crée ça, quoi qu'on en veuille, quoi qu'on dise. Et donc c'est normal déjà, de ressentir du stress. Ça, c'est vraiment le premier message qu'on voulait aussi vous transmettre. Il y a pas de question de, pourquoi moi je réagis comme ça face au changement, alors qu'il y a des personnes qui sont vachement plus souples. Peu importe en fait, le dosage, une fois de plus, dépend de chacun. En revanche, c'est normal qu'une situation de changement, d'incertitude, de situation inattendue, de nouveauté, génère du stress, qu'il soit conscient, conscientisé ou inconscient. Donc ça déjà, c'est la première chose, à retenir. Et pourquoi? Parce que même parfois on peut se dire: «Mais le changement, un déménagement typiquement, ou un changement de boulot que j'ai voulu, c'est positif, c'est moi qui l'ai voulu, je sais pour quelle raison je le fais, je suis excitée d'emménager là» et cetera. Pourquoi ça me crée autant de stress? Pourquoi je réagis comme ça? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Non, pas nécessairement. Peut-être, mais pas forcément. Simplement, la situation fait que c'est stressant, pour X raisons et de le savoir déjà, ça permet de se déculpabiliser un petit peu, sans se comparer à la terre entière et de se dire: «OK, en fait, déjà, c'est normal. C'est une situation qui crée du stress, point». Et ça, pourquoi? Parce que l'être humain et le cerveau n'est pas habitué au changement. C'est pas son mode de fonctionnement, automatique dans lequel il se plonge. Comme on le disait tout à l'heure, il va, plutôt se rattraper sur les situations qu'il connaît déjà. Dans les craintes et dans les peurs que l'incertitude peut générer, souvent, en fait, il peut y avoir cette peur de regretter, justement ce changement ou la peur d'échouer, donc de ne pas savoir s'habituer, de pas savoir, enfin de pas y arriver et ça, la peur de l'échec, sans faire, d'exposer pardon dessus, parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais en fait simplement c'est culturellement pas, notre cas. Mais ici en France, on n'est pas habitué, on n'est pas éduqué par rapport à l'échec. Donc il y a tout un autre mécanisme, qui se travaille, enfin qui se met en place et qui se travaille, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que c'est un état d'esprit à adopter et dans ce qu'on peut faire pour, vous donner quelques pistes. Donc un, c'est déculpabiliser. C'est normal que tout changement, toute incertitude, toute nouveauté, soit stressante. Il y a quelque chose qui est important, et que moi je mets souvent en application, c'est de distinguer, enfin de faire la part des choses et de distinguer ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Et entre les deux, il y a une petite zone de ce qui ne dépend pas de nous, mais sur lequel je peux avoir une influence. Et rien que de penser en fait comme ça en se disant: «OK, sur quoi je décide de mettre mon énergie, ça, il y a des choses qui ne dépendent pas de moi, je ne peux rien y faire. En revanche, ce qui dépend de moi, ce sera quoi? Ce sera mon état d'esprit, ça va être, c'est mon troisième point, ce que j'ai envie de penser de cette situation et cetera, et sur quoi je peux agir et ben, peut-être que je peux pas changer les comportements des gens, mais peut-être que je peux quand même exprimer des choses et cetera. Sur choisir ce qu'on a envie de penser de la situation, en général, le cerveau est câblé pour nous ramener au négatif. C'est le côté sécurité, j'aime pas la menace et je reviens à ce que je connais et souvent, c'est des choses négatives. Alors après, à nous, et à chacun d'entre nous de s'entraîner à changer la pensée, à penser positif, mais surtout, en fait, plutôt que de dire, enfin, ça veut pas dire que la situation sera génialissime. C'est pas un monde de bisounours qu'on vous décrit. Simplement, c'est de se dire, je suis maître de ma pensée, même si la première qui me vient, elle est négative, j'ai le droit de la changer et de me dire: «Attends 2 secondes, je peux, finalement, je peux voir le verre de cette façon-là plutôt que de le voir comme ça». Et à force d'entraînement, hein, parce que le cerveau, c'est un muscle qui s'entraîne, bah, vous arriverez, et on y arrive petit à petit à se corriger et en tout cas à corriger ce biais, automatique. Enfin, le dernier conseil là-dessus, sur un changement quel qu'il soit, ce qui peut être stressant, c'est de quand on voit la charge, en fait, quand on voit la grosse montagne,
de ce que ça implique, ce que ça génère, ce que ça demande. Et du coup, ben, en fait, simplement de découper et d'agir, vraiment le secret de l'action, enfin, le secret, c'est vraiment de s'y mettre et d'agir par petits pas, chose après chose, plutôt que de regarder la montagne en disant: «Waouh, c'est tout ça que ça va me demander», de développer, je sais pas, des compétences, enfin d'aménager, peu importe le changement voulu. Mais du coup, c'est de découper un peu l'ampleur de ce qui vous attend, et de ce qui est stressant. Donc c'est un peu le côté, j'y vais mais j'ai peur, mais j'y vais quand même, en fait. Donc voilà, ça sur cette petite partie, incertitude et changement. Yes et ouais, pour rebondir très rapidement sur ce que tu disais sur le fait de s'entraîner à penser positif, c'est un truc qu'on utilise en prospective, hein. En fait, on voit que la manière d'anticiper l'avenir, est soumise à des biais aussi. Donc, la plupart des gens vont avoir tendance soit à imaginer le pire, soit à imaginer que rien ne va changer. Ce qu'on appelle le biais de normalité. Et donc en fait, il y a des méthodes, en prospective qu'on fait qu'on utilise pour justement, réapprendre, réentraîner son cerveau, comme tu disais, pour penser les choses d'une manière positive. Parce que ça peut arriver et qu'en fait, on n'est pas câblé pour penser ça, très naturellement. Alors une deuxième petite catégorie, qui est relativement commune, enfin je pense que ça va résonner avec votre expérience, mais qui est pas pour autant forcément facile à gérer, c'est la fameuse question de la gestion du temps. Par exemple, moi étant indépendante, Colette aussi, je sais, tu dois avoir l'habitude de cette question. Donc bon, pour décrire assez rapidement, c'est toujours l'impression qu'on n'a jamais le temps de tout finir dans sa journée, le sentiment de dispersion, le stress de toujours tout faire à la dernière minute. Ça peut être aussi, un rythme qui paraît décalé par rapport aux autres collègues notamment, ou la procrastination qui peut être mal vécue. Ou encore les périodes de rush, les échéances, tous ces sujets de gestion du temps. Alors, en gros, pour aller directement sur ce qu'on peut faire dessus, alors déjà moi je fais pas mal de rapports avec, un outil que vous devez, sans doute connaître qui s'appelle le MBTI, où en fait, on voit, certaines préférences en fait de comportement vers l'organisation versus ce qu'on appelle la désorganisation. En fait, c'est juste une manière d'appréhender le temps. Donc on peut ne pas être câblé vers l'organisation et pour autant ne pas se laisser dépasser. Donc, c'est mon cas, par exemple, je ne suis pas quelqu'un d'organisé naturellement. En revanche, j'apprends petit à petit, non pas à cadrer toute l'organisation et faire un truc voilà, très cadré, mais juste à essayer de plus me sentir dépassée, en fait, de plus avoir cette perception-là de dépassement et donc de stress. Donc, parmi les choses que moi j'ai mises en place, la priorisation. Alors, ça paraît très simple comme ça, mais moi, ça a été une révélation, hein, parce qu'en fait, bon, on sait qu'il faut prioriser, mais je l'avais jamais vraiment fait. Enfin, moi, la méthode que j'utilise est un peu basée sur la matrice Eisenhower. Peut-être certains connaissent, c'est le truc assez classique de est-ce que c'est important et urgent? Est-ce que c'est urgent mais pas important? Est-ce que c'est important mais pas urgent? Ou est-ce que c'est ni l'un ni l'autre? Donc moi, ce que je fais, c'est si c'est important et urgent, ben, j'ai un petit carnet où je note les choses qu'il ne faut pas que j'oublie et je colorie en jaune en fait à côté. Ce qui est important mais pas urgent, pour moi, c'est ce qui devra être fait de toute façon, mais pas maintenant. Donc, par exemple, faire mon site web d'indépendante, il faudra que je le fasse, mais bon, je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai trop de boulot, donc c'est pas pour maintenant. Donc c'est une autre couleur, c'est du orange. Donc ça, c'est un peu les deux catégories où je sais voilà, le orange, il ne faut pas que j'y aille maintenant, il faut que je le garde en tête. Le jaune, je sais qu'il faut que j'y aille maintenant. Et le reste, on oublie. Le reste, c'est important mais pas urgent ou ni l'un ni l'autre. Et là, pour moi qui suis désorganisée, j'ai pas du tout envie de mettre ces choses-là à faire dans les catégories qui sont justement pas importantes ni urgentes, parce que je sais très bien qu'en fait, il y a de fortes chances pour que ce soit pas fait. Donc par exemple, si je veux lire un bouquin de philo parce que j'aime bien la philo, bah, je sais que ça va être dans cette catégorie-là et donc en fait, je vais probablement devoir attendre ma retraite avant de pouvoir y accéder. Mais ça fait partie en fait du jeu que moi en tout cas j'apprends dans la gestion du temps, qui est de renoncer en fait à certaines choses. C'est ça mon apprentissage dans la priorisation. Après, ce que je fais aussi dans le côté où je veux pas tout cadrer, parce que pour moi, si on cadre trop, ça veut dire qu'on laisse aucune place à l'imprévu, ce qui est pas dans mon caractère.
je remplace la to-do souvent par une liste de done, donc l'inverse en fait, c'est-à-dire les tâches accomplies. Pour me dire, au lieu de me dire, bah, en fait, comme je suis pas organisée, du coup j'ai rien fait, de me dire plutôt, en fait, voilà tout ce que j'ai fait et donc ce sera de moins, ça de moins à faire pour après. Et donc du coup, c'est encore une fois, la perception, la sensation de stress diminue avec ça. Et puis, j'ai aussi essayé une inversion, enfin, ce que j'appelle une inversion des évidences. C'est-à-dire, si je me sens en stress parce que surcharge de travail, stress relationnel ou que sais-je, au lieu d'aller adresser le problème, je vais plutôt consacrer une matinée à faire du sport. Donc, par exemple, en situation de confinement, là, actuellement, c'est ce que j'essaye de faire parce que bah, on est tous dans le même bateau, hein, on ne peut pas trop faire d'activité physique. Et donc, j'essaye de mettre plutôt ça, c'est une forme de priorisation en fait, en priorité par rapport au travail, pour après me mettre en condition et en situation de finalement être plus efficace. Donc, ça peut être ça, moi je trouve ça assez difficile plutôt que d'aller directement se plonger dans ce qu'il faut faire. Mais c'est un truc que j'ai observé qui marche plutôt pas mal. Voilà, puis j'ai peut-être deux autres petits tips. Bien identifier la répartition du temps sur certaines tâches, par exemple, euh, bien identifier par exemple le temps pour aller se rendre à un rendez-vous et bien le mettre dans son calendrier parce que sinon on a tendance à oublier ce truc-là et on va tout enchaîner. En fait, on se rend compte qu'on enchaîne les minutes de retard. Et puis un autre truc qui marche pas mal aussi, c'est de s'exercer. C'est un peu pénible au début, mais ça marche pas mal, à identifier comment son temps est réparti sur les tâches. Et en fait, on peut se rendre compte on passe pas mal de temps sur des tâches qui, au final, ne sont pas dans la matrice Eisenhower parmi celles qui devraient être les plus importantes ou les plus urgentes. Et donc ça permet de réorganiser un peu, toujours une question de priorisation, hein, de se remettre sur ses priorités. Voilà. Alors, je vois une petite réaction sur effectivement le côté sur l'important et l'urgent. Quelque chose qui dit que l'urgent, c'est les sollicitations externes et l'important, c'est les tâches que l'on fait pour soi-même. Et franchement, ça résonne bien. Et en fait, il y a un point qu'on n'a peut-être pas assez souligné là dans cette gestion du temps. C'est qu'en fait, apprendre à dire non, effectivement, aux sollicitations externes, du coup, souvent, mais ça marche aussi de se l'appliquer à soi, permet de se déstresser. Alors, c'est un apprentissage, il y en a qui le font très bien et d'autres qui ont du mal à le faire. Mais en fait, apprendre à dire non, ça va dans cette partie de gestion du temps parce que derrière ça, en fait, c'est notre concentration et notre capacité à rester focus qui est en jeu. Et c'est vraiment un des sujets problématiques aujourd'hui dans notre façon de travailler et dans les open space et dans tout ce mode où on est dispo un peu tout le temps. Quand on apprend et quand on sait dire non aux sollicitations externes, justement pour des urgences qui sont potentiellement des fausses urgences, c'est pas forcément fermer la porte et dire bah non, je le ferai pas et du coup passer pour le rabat-joie ou passer pour celui qui a pas envie ou peu importe les perceptions. Mais c'est simplement apprendre à dire non, mais pourrais le faire à tel moment ou enfin voilà, plus tard. Parce que là, je suis focus là-dessus, et cetera. Et du coup, c'est effectivement revenir à privilégier, enfin, ça revient à privilégier son attention, ne pas se faire piller son temps qui sinon est perdu un peu à tout jamais par les autres, et d'arriver à donner des règles pour ça. Et avant de passer juste à l'autre, il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas forcément, qu'on met pas forcément dans cette catégorie, mais quand on se dit perfectionniste ou qu'on sait qu'on l'est parce qu'on passe plus de temps justement à faire des choses, là, c'est de se dire que peut-être que le facteur de stress, il peut être de cet ordre-là, simplement parce qu'on a du mal à se dire qu'en fait, on nous demande ça, mais comme notre côté perfectionniste nous fait faire ça, et ben forcément, là, le temps qu'on va y passer, par rapport à la demande, à l'exigence et à toutes les urgences et autres qui vont s'accumuler, va nous faire perdre du temps. Et peut-être que justement, il y a quelque chose à aller regarder de ce côté-là. Parce que cette idée de vous parler de la gestion du temps qui est passionnante et on va y passer des heures, c'est simplement de se dire que votre stress, peut-être qu'il est issu, qu'il se trouve dans cette catégorie et qu'il serait bon d'aller revoir votre organisation, etc. Voilà, ça c'était juste pour reboucler. Sur la troisième catégorie, donc là, c'est tout ce qui touche et qui a trait aux relations et à la communication. Alors pareil, vaste sujet. En gros, c'est une source de stress forcément clairement identifiée, très commune.
Pourquoi? Parce qu'on est en interaction permanente, que ce soit au boulot, que ce soit dans nos vies personnelles, à moins de vivre en ermite, mais on est quand même peu. Enfin, j'en suis pas en fait, je m'enlève. On est tout le temps en interaction, physiquement, à distance, digitalement en ce moment, par des messages, et cetera, et peu importe le degré de proximité. Donc on peut avoir, parfois passé beaucoup de temps avec des gens avec qui on n'est pas proche. Ça peut être le cas au boulot, ça peut être, des réunions, des clients, des collègues avec lesquels on partage peu, mais on passe quand même du temps. Heu et l'idée, en fait, sans aller trop loin dans ce sujet, parce que relation, communication, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, mais souvent soigner ces relations et arriver à construire, enfin, à avoir des relations constructives, pro et perso, c'est souvent un sujet qui revient, voire un regret, chez les personnes qui sont, potentiellement en fin de vie, qui regrettent pas d'avoir passé, trop de temps enfin, pas assez de temps sur Facebook, mais qui se disent plutôt que, sur certaines relations, bah, ils auraient peut-être pu, voilà, mettre un petit peu plus d'efforts et d'attention. Sans appuyer ce point-là, pourquoi c'est stressant les relations? Souvent et surtout dans l'univers professionnel, c'est parce on communique mal. Quand je dis qu'on communique mal, c'est, tant sur le fond que sur la forme, pour se faire comprendre ou alors dans sa façon de s'adresser aux autres ou de répondre. Et ça, il y a plein de choses que vous pouvez regarder, mais moi j'avais regardé à l'époque de notre premier atelier un TED d'une chercheuse en psychologie, sur, justement pourquoi en fait être respectueux envers ses collègues permettait d'être plus efficace. Enfin, je ne sais plus le titre exact, je pourrais vous le retrouver. Et elle donnait en fait un exemple dans le milieu hospitalier, qui est assez parlant, où en fait, il s'agissait d'un médecin, peu importe quelle spécialité, qui s'adressait en fait à son équipe. Lui devait être très stressé, mais en tout cas, s'adressait de manière hyper agressive à son équipe. Ils étaient pourtant 3 ou 4 à avoir entendu et assisté à la même chose, à la même scène. Le fait est que, en fait, ils sont passés à côté d'une information qui était marquée sur le dossier du patient, en dosage. Enfin, je me souviens plus très bien du sujet. Mais le fait de s'être fait mal parler, d'avoir été agressés professionnellement et en plus devant d'autres gens, fait qu'ils sont tous passés à côté de la bonne information. Et du coup, bah, ça a été fatal en fait pour ce patient-là. Je me souviens vraiment pas du détail et c'est pas intéressant, mais ça pointait vraiment ce sujet de comment on se parle et de comment des petites incivilités, là c'était plutôt une grosse, mais parfois juste des petits tics, des façons de dire bonjour, des façons de ne pas dire bonjour, de pas dire merci, de pas accueillir, etc. Au boulot, il y en a plein des exemples en fait, on les voit même plus tellement ils sont nombreux, provoquent une baisse de motivation, d'attention, de focus, etc. Et donc nous crée du stress. Il y a une phrase que je vais vous partager mon écran parce qu'elle est quand même pas mal, pour moi qui résume hyper bien en fait ce sujet de la communication. Alors est-ce que ça va marcher? Tac, alors évidemment c'est bloqué sur une fenêtre. Attends Marguerite, vous voyez quoi? C'est toujours l'échelle là qui est… Ouais, c'est toujours le test. Ouais, alors je ne sais pas pourquoi, évidemment ça ne… Tu veux que je le fasse? Non, attends, voilà, c'est bon, ça va y aller. Voilà, c'est ça. Donc cette phrase, c'est entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois, ce que je dis, ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous entendez, ce que vous comprenez. Il y a au moins 9 possibilités enfin, qu'on ait des difficultés à communiquer. Cette phrase, j'y pense souvent. Alors, je la connais pas par cœur parce que il y a plein de steps, mais en fait, je trouve qu'elle résume tout parce que en fait, ça montre la complexité et effectivement, tout ça, à chaque fois qu'il y a une incompréhension, bah, il faut se dire que ça peut créer du stress et de la tension dans la relation parce qu'on se sent incompris, parce qu'on se sent pas écouté, ou parfois on a l'impression que c'est évident pour l'autre, que ce qu'on pense, il le sait, et cetera, et cetera. Donc c'est vraiment source de plein de problématiques. Ce qu'on peut faire pour être un peu plus synthétique, moi, il y a un type que j'utilise très souvent maintenant qui est de ne pas faire de suppositions. Ce conseil, en fait, il est issu d'un livre qui s'appelle Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, que je vous invite à lire si vous le souhaitez. Il n'est pas très long. Pas de supposition, ça veut dire que simplement, on n'est pas dans la tête des gens.
Donc on ne sait pas ce qu'ils pensent et eux non plus ne peuvent pas savoir ce qui se passe dans notre tête. Donc si on n'exprime pas les sujets, si on les explicite pas, parce que parfois un même mot n'est pas forcément perçu pareil par l'autre, alors là, on commence à multiplier les sources d'incompréhension et du coup, 1, pas de supposition, 2, expliciter à chaque fois. Le plus souvent possible et privilégier la voix orale, physiquement quand c'est possible et en ce moment par téléphone plutôt que par écrit, par mail, sur des groupes WhatsApp et cetera, où souvent, en fait, on n'est pas compris comme on aimerait et on a des difficultés à communiquer comme ça. La deuxième chose, c'est que, on ne peut pas changer les autres. Alors, le problème, c'est que quand, on est dans une relation déséquilibrée, où on peut se dire dominant-dominé, on a des difficultés, à forcément quand on est le dominé, à s'exprimer et à dire peut-être ce qui ne va pas et ça nous stresse parce que forcément la personne en face de nous va, avoir le dessus et du coup on perd un petit peu ses moyens. Comment on peut faire? L'idée, c'est d'y aller pas à pas, et de réagir une première fois sur une remarque pour pas la laisser passer. Parce que c'est le cumul, en fait, qui va faire qu'on va exploser, que ça va nous stresser. On peut essayer l'humour, on peut demander conseil, on peut profiter d'un point d'équipe, un point RH ou le solliciter, pour en parler, tout en préparant un petit peu, ce qu'on veut y dire. Mais l'idée, c'est vraiment de se lancer pour dire que ça ne nous convient pas et pour commencer à se poser ses propres limites. Parce que, en tout cas, c'est peut-être pas habituel et on n'est pas, ouais, c'est difficile en fait de le faire parfois, mais l'idée c'est de commencer et de le faire une première fois pour que, une personne ou une situation qui se répète avec cette personne liée à, de la communication, une façon de travailler et cetera, souvent il y a des non-dits derrière et de commencer par les exprimer, permet de réduire peut-être le stress, futur. Ensuite, il y a plein d'idées sur la communication, il y a plein d'outils. Mais ce qu'on voulait vous dire, c'est que les situations de stress, ça peut être utile d'aller regarder de ce côté-là, du côté de la relation, du côté de la communication, pour voir s'il n'y a pas quelque chose, ici à relier. Parce que souvent, si je me sens pas incompris, enfin si je me sens, pardon, incompris, c'est peut-être que ma façon de communiquer n'est pas claire. C'est peut-être, enfin voilà, en gros, ça peut être ça. Alors, on parle beaucoup de CNV, donc communication non violente, ces derniers temps. C'est des outils, vous pourrez aller regarder, mais l'idée de cet outil, c'est d'exprimer des faits, d'exprimer des ressentis et ensuite de pouvoir, faire une demande ou, poser des limites ou, exprimer un besoin. En tout cas, il y a une méthode, vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Ça permet en fait d'expliciter, de déjouer les énervements, de justement ne pas forcément faire de suppositions, trop longtemps, de revenir aux faits. Et enfin, des choses qui peuvent vous aider en entreprise en tout cas, ça peut être, tous les tests de personnalité qui existent, alors il y en a beaucoup, mais qui peuvent être intéressants si vous travaillez en équipe pour savoir quel est le mode de fonctionnement aussi de l'autre, des autres, parce qu'effectivement ça reste toujours un effort au mode de fonctionnement différent d'une autre. Mais en tout cas, voilà, il y a dans cette idée de relation et de communication, dans ce gros sac, peut-être que la cause de votre stress se trouve là. Voilà. Ouais, alors c'est vrai que ça ferait l'objet de tout un autre, séminaire, les questions de stress relationnel, mais n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Alors la quatrième petite catégorie qu'on avait identifiée dans notre expérience, c'est le fait de respecter ses besoins. En fait, c'est la notion de besoin, qui, moi pareil, m'a pas mal ouvert les yeux, sur la façon de gérer en fait le stress, de manière générale. J'ai une amie qui m'a dit un jour une phrase que je trouve assez révélatrice. Elle me dit, «Le truc cool avec les besoins, c'est que plus on les écoute, moins ils prennent de place». Donc en fait, l'idée ici, c'est de se dire de quoi j'ai besoin pour être bien et comment je peux, y répondre assez rapidement. Alors je vous donne quelques exemples. Besoins, physiologiques, qu'on a tendance à oublier parfois. Combien de temps j'ai besoin seule, de passer tout seul? Est-ce que j'ai besoin de marcher, de bouger, de danser? Est-ce que j'ai besoin de voir la lumière du jour? Est-ce que j'ai bien mon temps de sommeil? Est-ce que je suis du matin ou du soir? Ça, c'est parfois pas évident à respecter, mais ça vaut le coup de s'en rappeler.
On peut avoir des besoins sociaux. Moi, par exemple, j'ai besoin d'avoir une conversation intéressante par jour, par exemple. Alors, avec mon conjoint, ça va, en général, j'en ai une. Mais ça peut être utile de m'en rappeler parce que je peux parfois me sentir un peu en stress parce que j'ai pas eu ce type de besoins sociaux. Je caricature un peu, hein, c'est pas les seuls besoins. Ça peut être rencontrer des nouvelles personnes régulièrement, ça peut être le besoin de parler de sujets de société qui me taraudent. J'ai vu des clients qui me parlaient de ça, une certaine nécessité de parler de la notion d'environnement, de déclin environnemental, voire d'effondrement. Il y a des choses dont on peut avoir besoin de parler comme ça. Ou au contraire, un besoin de parler un besoin de légèreté, d'oublier un peu les soucis du quotidien, de partager plutôt des questions sur la culture, des questions de légèreté. On peut avoir des besoins aussi qui sont liés à la motivation au travail. Donc, on parlait du flow tout à l'heure. Ça peut être bien d'identifier les tâches où je ne vois pas le temps passer. C'est un exercice très simple qui vaut vraiment le coup d'explorer quand on est notamment en transition, parce que c'est pas forcément évident en fait, de repérer ces tâches-là, là où on voit son talent s'exercer. Est-ce qu'on a besoin, dans sa motivation au travail, de voir un résultat concret? Est-ce qu'on a besoin d'interagir avec les collègues ou au contraire de passer du temps seul? Est-ce qu'on a besoin de creuser un sujet versus est-ce qu'on préfère éteindre des feux? Est-ce qu'on a besoin de porter quelque chose en étendard et on a un besoin de justice en fait? Ou est-ce que c'est pas notre besoin principal? Ça peut être un besoin intellectuel aussi, lire un article de fond régulièrement sur un sujet totalement différent de mon job. Ça peut être le besoin d'harmonie et de beauté, lire un roman, écouter de la musique, etc. Toute cette liste de besoins. Alors, ça, c'est une catégorie un peu de source de stress qui est pas, où il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de tips directs, en tout cas que moi je peux identifier. C'est plus un cheminement d'essayer vraiment d'aller voir ses besoins. Il y a quand même un truc que moi j'utilise tout le temps, que je trouve vraiment hyper top. Alors, je vous le partage. C'est une petite BD qui s'appelle Émotion de Armella. Alors, peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Je mets en plein écran, voilà. Émotion, enquête et mode d'emploi. Donc, il y a un tome 1 et un tome 2. Et en fait, là-dedans, c'est une jeune femme qui fait du dessin, en fait. Je ne crois pas que ce soit son métier principal. Et qui a mis en scène un peu quelqu'un qui a un problème, un stress relationnel. En fait, là-dedans, on peut trouver une liste des principaux besoins, c'est ce que vous voyez sur la droite. Et elle a fait aussi en dessin une carte qui vous permet d'aller identifier vos besoins. Donc, vous allez voir un peu dans cette liste des besoins qu'est-ce qui me manque. Ensuite, vous allez pouvoir identifier assez rapidement comment je peux répondre à ce besoin vraiment de manière immédiate, quoi. Et après seulement, ça peut être une demande à quelqu'un, par exemple, de mieux ranger sa chambre, c'est l'exemple qu'elle prend dans sa BD. Ou en gros, l'idée que moi j'ai trouvé vraiment intéressante là-dedans, c'est de se dire, par exemple, j'ai eu un conflit avec quelqu'un, j'ai un besoin d'harmonie et de paix. En fait, mon besoin d'harmonie, il ne va pas forcément être rempli par le fait d'aller régler mon problème avec cette personne. Je peux juste aller écouter de la belle musique, je peux juste aller faire un tour dehors, au soleil, et j'ai déjà un besoin d'harmonie qui est déjà pré-rempli, en quelque sorte. Et l'idée, c'est de se dire que si on a un besoin pré-rempli par soi-même, si on prend soin de soi-même, après, on peut aller voir les autres, et on aura l'air moins assoiffé pour qu'ils répondent à notre besoin. C'est un peu ça l'idée. Donc je trouve que cette BD est vraiment, moi ça m'a vraiment beaucoup aidé à gérer ces questions-là, en sachant que le message aussi principal qu'on voulait vous faire passer sur ce sujet-là, c'est que l'idée c'est pas forcément de respecter à tout prix tous ses besoins, mais déjà de savoir identifier les principaux, réfléchir à ce qu'on aime faire et ce qu'on fait jamais, surtout dans nos vies quand même assez busy. Et le confinement peut être une bonne opportunité de le faire d'ailleurs. Et c'est un travail d'assez longue haleine, mais qui vaut vraiment le coup. Voilà. Et effectivement, et sur les besoins, juste pour conclure là-dessus, une façon aussi de les identifier quand on a justement une source de stress, c'est peut-être d'essayer de se dire, OK, de quoi là, tout de suite, maintenant, j'aurais besoin pour aller mieux ou me calmer. Ça peut déjà être un indicateur de quelque chose. Souvent, les besoins se manifestent quand ils brillent par leur absence et ça peut être une façon de les identifier plus facilement. Donc ça, voilà, on voulait vous mettre
le petit récap des quatre grandes catégories. Donc relations et communication, gestion du temps, etc. Attends, je vais repartager l'écran parce que du coup, moi, je vais sur la partie agir dont on a déjà commencé à vous donner pas mal de pistes d'action. Il y en avait encore quelques-unes. On va essayer d'être rapide parce qu'on a pris un petit peu de retard. Désolée. Alors, l'idée, en fait, il y a quelque chose d'assez facile, d'assez simple, un apport des neurosciences. En fait, déjà, dans la partie action, donc une fois de plus, on a eu observé, on a eu analysé. Maintenant, on est dans la partie action. La principale chose à retenir, c'est qu'éliminer le stress, en fait, par nature, c'est impossible. En revanche, apprendre à vivre avec et trouver des pistes pour mieux le piloter, c'est possible. Mais il y aura toujours, comme on disait en introduction, 50-50 de situations positives, de situations négatives. Et vivre sans stress, en fait, c'est quelque chose qui est complètement dangereux. Donc, le but, c'est pas de l'éliminer, c'est d'arriver à mieux le piloter et de trouver ses propres ressources qui fonctionnent. Ce que je vous partage sur les neurosciences, c'est simplement en fait un mode de fonctionnement qui n'est pas habituel, en tout cas qui n'est pas la bonne réponse. On a un mode tous de fonctionnement automatique du cerveau qui fait que dans une situation, donc, il y a une situation qui nous stresse, peu importe ce que c'est. Voilà, la situation et notre stress engendré par cette situation. Le mode automatique de notre cerveau va nous faire fonctionner en se disant qu'il faut aller régler la situation pour ensuite retrouver un état de calme. Le problème, c'est bien que ce réflexe soit naturel, c'est pas celui qui va le plus nous aider. Et donc, l'idée, c'est de basculer de ce mode automatique au mode adaptatif, qui est, il y a une situation qui me stresse, donc je suis là dans le stress, et ben, je vais d'abord basculer pour essayer de retrouver du calme, de la sérénité. Et là, c'est là où il peut y avoir plein de façons de faire qui correspondent à chacun, pour ensuite pouvoir mieux faire face et gérer la situation. Et d'avoir ce moment de bascule, déjà, ça peut faire partie de votre observation et de ce petit pas de côté que vous faites quand vous êtes dans une situation de stress, et d'y penser de temps en temps en se disant « Ok, naturellement, j'ai envie d'aller régler le truc, mais je vais d'abord faire autre chose pour retrouver cet état de calme, etc. » Voilà, donc ça, je trouvais que c'était intéressant de vous le partager. D'agir du coup sur cet état mental. Alors bien sûr, il y avait plein d'autres choses qu'on pouvait vous dire, on en a un peu parlé, mais l'hygiène de vie, ça a un impact hyper important sur le stress. Pensez à respirer, du coup ça, le petit exercice du début, et puis il y en a plein d'autres, il y a des applications de cohérence cardiaque, enfin tous ces sujets-là. Diminuer le café, faire des pauses, ça c'est prouvé, on en a tous besoin. Aller boire de l'eau, marcher, faire du sport, faire une activité, je sais pas, manuelle, de déconnexion, enfin, peu importe. Donc l'hygiène de vie a forcément un impact sur votre stress. Mais attention, c'était aussi notre message de ne pas se créer de nouvelles habitudes qui vont elles-mêmes nous stresser. Par exemple, il y a un peu une injonction sur la méditation. Alors la méditation, c'est super, mais c'est pas évident à mettre en place, même 5 minutes par jour. Et du coup, en fait, il ne faut pas se dire, tiens, pour que je suis trop stressée en ce moment, il faut que je me mette à la méditation. Parce que le fait de se dire ça, on va se dire, merde, attends, je ne l'ai pas fait. Ça, en fait, ça peut être un facteur de stress supplémentaire parce qu'on n'est pas habitué, alors qu'on a tous déjà en nous des ressources qui nous aident déjà à prendre du stress, ou des réflexes qu'on a qui sont plus faciles à mettre en place. Et parfois, c'est se forcer un petit peu et se dire, allez, ok, toutes les heures ou dès que j'ai fini une mission, hop, je me lève de ma chaise et juste déjà, je m'étire 2 secondes et je vais boire un verre d'eau. Et ça, c'est un peu plus facile à ancrer comme habitude que, que méditer 5 minutes par jour. Sachant que méditer, c'est aussi, c'est difficile parce que c'est pas simple de s'y mettre. Ça peut être de marcher en regardant simplement ce qu'il y a autour de vous. C'est une façon de méditer, en fait, mais de manière active plutôt que de manière passive et d'essayer de régler ses pensées, quoi. Donc voilà, rapidement, ce qu'on pouvait vous dire sur les tips supplémentaires. Donc attention à ces nouvelles habitudes aussi qui peuvent vous stresser, c'était justement pas le but. Et pour conclure, je ne sais pas s'il y avait des questions ou pas, mais… Ouais, moi je voulais juste rebondir sur une petite question sur le MBTI.
Parce que j'ai vu que vous demandiez des exemples de tests de personnalité. Alors, en fait, celui qui a été envoyé, 16 Personalities, en fait, moi, je suis praticienne là, certifiée depuis peu de temps. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le test officiel, je l'ai mis sur Excel et je l'ai partagé à quelques amis pour comparer en fait leurs résultats à celui de ce site-là, notamment 16 Personalities. Et en fait, ça donne pas du tout les mêmes résultats. Donc, je trouve, enfin, voilà, du coup, je suis pas trop, j'ai pas très envie de recommander ce test-là parce que j'ai peur que ça vous mène sur la mauvaise voie, quoi. Sachant qu'en fait, pour ces tests-là, l'idée, c'est vraiment plus de réfléchir soi-même parce qu'un questionnaire, c'est un questionnaire, mais ça va pas vous donner votre type. Donc, c'est vraiment de réfléchir à des petits exercices, à le faire ensemble. Donc, bon, voilà, ça c'est mon avis, mais bon, je suis peut-être un peu biaisée parce que je sors juste de formation. Voilà, mais bon, si vous avez plus de questions ou si vous voulez passer le type, n'hésitez pas à me contacter, moi ça m'amuse beaucoup. Alors, du coup, bah, où est-ce qu'on en est? Voilà. Je pense que ouais, ah oui, on était parti sur le ouais, en fait, ce qu'on voulait, c'était un exercice final, donc ça, c'est parfait, on a 5 minutes. En fait, l'idée était de, reprendre, l'exercice qu'on avait fait au début. Et de vous faire réfléchir dessus de façon à bien en fait intégrer ce qu'on vous a dit. Parce que vous savez, comme tu le mentionnais, je crois, Yves, en général, on repart avec la moitié des informations pendant le webinaire. Donc, l'idée, c'est de vous mettre en pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est de reprendre votre situation de stress du début. Premièrement, identifier les 4 étapes qui se sont déroulées. Donc, vous vous rappelez, c'est ce qu'on s'est dit dans la partie observer. Donc, bien différencier les réactions physiques qui vous sont arrivées, l'émotion qui était associée, la pensée que vous avez eue à ce moment-là et le comportement que vous avez adopté. L'idée ici, c'est de bien dissocier ce qui est arrivé de, par exemple, la personne en question ou la situation. Okay. Ensuite, en deuxième partie, la partie analyse, ça c'est plus rapide, on vous propose de classer votre situation dans l'un des 4 thèmes qu'on a évoqués ensemble, incertitude, changement, gestion du temps, relation, communication ou respect de ses besoins, en sachant qu'évidemment, souvent c'est transverse. Et puis la troisième partie, on vous propose de prendre un engagement ici, en réfléchissant à une action que vous pourriez prendre pour régler ce problème et en vous disant à quoi je m'engage aujourd'hui à faire pour régler ce problème. Donc, on va vous donner 5 minutes, puis ensuite on dira un petit mot de conclusion très rapide et on pourra vous libérer. Et l'idée, hein, c'est maintenant que, puisque vous êtes encore avec nous, c'est de prendre ce temps tout de suite pendant que vous êtes dans le sujet, parce qu'on a souvent tendance à dire qu'on fera ça plus tard, et puis on sait très bien comment ça se termine en général. Et du coup, là, vous repartez au moins avec des pistes à explorer, peut-être pour voir s'il y a des schémas de stress qui se répètent, et si justement, bah, vous avez identifié déjà un ou des moyens d'action que vous pourriez faire dès demain pour agir sur ce stress.
Ok. Alors, on va vous proposer de faire une petite pause dans votre exercice et puis peut-être de reprendre une fois qu'on aura terminé, mais juste pour tenir un peu notre timing. Alors, du coup, pour conclure, bah, déjà, on vous remercie d'être là et puis on voulait aussi vous remettre ici notre contact si jamais vous avez besoin, bah, soit d'un coaching en tout genre ou juste de nous contacter, n'hésitez pas. Et puis on a aussi inauguré un petit système qui vous permet de faire une contribution libre, si jamais vous avez trouvé ça bien, pour nous soutenir en nous offrant un petit café. C'est une plateforme qui s'appelle Buy Me a Coffee. Bon, alors le montant s'affiche en dollars, mais on n'a pas trouvé en euros. Mais c'est un petit moyen sympa de nous montrer de l'appréciation. Et puis, enfin, je vous envoie aussi dans le chat, puis on vous renverra par mail un petit formulaire, un petit Google Form à remplir pour nous dire un peu ce que vous pensiez de l'atelier et ce qu'on peut améliorer. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter. Et puis, bah, on était ravis de ce petit moment avec vous. Tu peux peut-être quitter l'écran. Ok. Arrêter le partage. Voilà, comme ça, bah, merci à tous. On espère que ça vous aura intéressé et surtout apporté des solutions et des tips à la fois pratico-pratiques et un peu de théorie pour voilà, prendre un petit peu de hauteur et arriver à vous entraîner à mieux piloter ce. Donc merci et puis bah, bonne soirée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci à vous.